Il y a des moments où nous savons ce qui est juste et nous ressentons pourtant quelque chose qui nous en détourne. Nous savons qu'il faudrait par exemple écouter, mais la colère demande une réaction immédiate. Nous avons par exemple décidé d'abandonner un comportement qui nous affaiblit, mais l'ancienne habitude continue de se présenter comme étant la réponse séduisante, souvent facile. Les jours passent, l'élan diminue et la décision qui semblait claire commence à devenir l'objet d'une renégociation. En fait, nous connaissons la direction, nous connaissons l'attitude juste, mais quelque chose en nous réclame le commandement. Que faisons-nous alors? Que faisons-nous de ce qui résiste au changement? Que faisons-nous lorsque nous ressentons ce que nous ressentons a plus de force, ou du moins a une force très forte que pas comparé à notre décision initiale. La tentation est double. Soit nous obéissons à l'impulsion du moment, parce que son intensité est très élevée et comme si cette intensité suffisait à déterminer notre réponse. Soit nous cherchons à étouffer, parce que nous croyons qu'une personne forte ne devrait ni douter, ni hésiter, ni ressentir ou éprouver de la résistance. Mais nous parlons de discipline mentale. Et se gouverner soi-même ne consiste pas ni à céder automatiquement à nos impulsions, ni à se faire violence pour prouver notre force. On a une tension. Et la tension, c'est comment se gouverner sans se réprimer. Comment maintenir une direction sans chercher à contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Parce que, à force de traiter chaque émotion comme un problème, chaque hésitation devient comme une faiblesse, chaque pensée négative devient comme une faute. Et la maîtrise de soi devient une surveillance permanente de soi, où l'homme devient suspect à lui-même. Donc, une vie intérieure saine n'est pas une vie intérieure silencieuse où on a étouffé tout. On parle de discipline mentale. La discipline mentale, ce n'est pas l'absence de peur, ce n'est pas l'absence de doute ou de fatigue, ce n'est pas la production permanente de pensées dites positives. Ce n'est pas de la rigidité mentale non plus. La discipline mentale, c'est la capacité à choisir ce qui, en nous, recevra le droit de gouverner dans nos réactions, dans nos comportements et dans la durée. Qu'est-ce qui gouverne? Qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que c'est l'intensité de l'impulsion? Est-ce que c'est l'intensité de ce qui se présente à nous? Cela demande de distinguer 3 dimensions. D'abord, on a un événement qui arrive et qui provoque une réaction. On oriente volontairement sa conduite sans qu'une crise nous y oblige et on persiste dans le choix qu'on a fait, même lorsque l'enthousiasme a disparu. Donc là, c'est un premier cas où il y a un événement qui provoque une réaction. Parfois, la discipline se présente comme étant un acte héroïque, la volonté de triompher sur ce qui se pose à nous. Non. On ne parle donc pas dans la discipline mentale de héroïsme occasionnel du leader. Je parle de structure intérieure qui reste disponible même lorsque l'émotion initiale, ce qui a créé la décision initiale, s'amortit, lorsque l'envie baisse. Je disais donc que nous allons voir 3 dimensions. D'abord, la première dimension qui consiste à gouverner la réaction. Une parole, par exemple, nous atteint. Une opposition fait monter notre colère ou une envie de faire quelque chose vient et elle est très forte. Le premier mouvement, on l'a pas choisi.
il est venu par les circonstances. Mais ce qui est entre, ce qui surgit entre ce qui surgit entre ce premier mouvement et la décision que nous décidons d'en faire, il y a toujours un espace, si petit soit-il. Et c'est là que se trouve la part de notre autorité intérieure. Donc la discipline mentale consiste à ne pas confondre l'apparition de ce besoin-là, si ça peut être un besoin, un désir, une situation fortement vécue, et la réponse que nous donnons. C'est là notre autorité et c'est là notre discipline mentale se manifeste. Parce que l'apparition est vraie, elle peut être forte, mais elle peut, bien qu'elle puisse être compréhensible, elle peut être un signal faux. En ce sens que la peur peut nous parler comme de la prudence. On peut avoir l'ego qui nous parle comme dans le langage de l'excellence, ou le besoin de contrôle qui peut nous parler comme si c'était de la rigueur. On peut aussi dans une situation où la méfiance nous parle comme si c'était du discernement. Et la discipline mentale nous amène à de la lucidité, c'est-à-dire que on a une situation qui surgit et la réponse que nous décidons de donner à notre réaction, disons à notre action initiale de notre organisme, qui est la lucidité et non pas la contrainte d'étouffer. On a de la colère et on étouffe la colère. Il ne s'agit pas d'étouffer de la colère. Il s'agit de savoir, oui, j'ai de la colère, mais est-ce que cette colère doit diriger mon action? Et ce petit espace que nous avons, c'est l'espace où nous appliquons notre discipline mentale. Donc, on peut nommer ce qui se passe en nous. Et lorsque nous arrivons à nommer, il ne s'agit pas donc de capituler, c'est de retirer à cette réaction-là le pouvoir d'agir dans l'homme, d'interrompre l'automatisme que j'ai la colère, j'agis comme ça. Et la réponse doit être cohérente avec la direction que je me suis choisie. Donc, j'ai toujours une petite marge. Une impulsion peut être automatiquement accompagnée d'une pression physiologique, métabolique très forte. On a fortement envie de quelque chose, on tremble, ou une réaction physiologique interne ou métabolique interne agit. À moins que ce soit un mouvement strictement réflexe, il y a toujours une distance entre ce moment-là et le moment où nous agissons. Et il ne s'agit pas de maîtriser la pression psychologique, la pression métabolique que nous avons. Il s'agit de décider que cela ne va pas être ce qui décide, que nous avons la capacité de prendre une décision. Donc l'intensité du signal ne prouve pas que la réponse doit être immédiate et impulsive. Donc un signal physiologique, ce n'est pas un ordre. Une forte pression psychologique ou métabolique n'est pas non plus un adversaire, ce n'est pas un ordre auquel on aboutit, on obéit immédiatement, ce n'est pas non plus un adversaire à vaincre. La discipline consiste à entendre le signal et à discerner ce qu'il révèle et à décider de le gouverner. Comment cela nous permet de traverser l'inconfort? C'est de comprendre que l'organisme ne restera pas indéfiniment dans cet état-là. C'est un inconfort. On ne restera pas, on va traverser cet état-là et nous allons arriver, notre organisme va arriver à un nouvel équilibre. Et c'est ce que nous recherchons, la capacité à décider dans la lucidité. C'est la capacité à ne pas laisser la colère décider. Et lorsqu'on laisse cet espace entre notre, lorsqu'on laisse cet espace entre notre impulsion et la réaction, nous avons la possibilité de laisser l'organisme revenir à un équilibre nouveau qui est une réorganisation et qui est une réalité nouvelle. Parce que souvent on entend qu'il faut une victoire, que la discipline c'est la victoire de l'esprit sur le corps. Non, il ne s'agit pas d'une victoire de l'esprit sur le corps parce que ce que nous voulons peut être physique, physiologique, métabolique ou peut être aussi comportemental. Dans l'un des cas ou dans l'autre, on s'amène à l'objectif. Donc,
le mental nous aide et il doit être accompagné par le corps. Donc, on ne laissera pas le corps prendre les décisions automatiquement pour guider ce que le mental devra être. Le mental doit servir à pouvoir amener le corps à atteindre l'objectif. Donc, il s'agit d'une participation, de réorganisation vers, et donc la discipline mentale ne commence pas seulement lorsqu'une crise survient. Elle est appliquée volontairement à des situations que nous avons décidées. Nous pouvons décider d'une certaine conduite. Oui, les obstacles viendront et c'est là que la discipline mentale s'exerce. Parce que en l'absence de difficultés, tout le monde est discipliné. C'est lorsqu'il y a de la pression. C'est lorsque notre corps demande quelque chose. C'est lorsque notre environnement demande quelque chose que nous voyons la discipline qui doit agir. Et la discipline mentale, c'est que lorsque nous l'appliquons, il y a forcément quelque chose qui reste de façon résiduelle. Il y a donc ce quelque chose-là nous permet de pouvoir développer plus de discipline mentale ou lorsque nous allons nécessairement, lorsqu'une difficulté apparaît, nous allons directement à l'impulsion. Oui, nous développons aussi cette disposition qui nous amène plus vers l'impulsion plutôt que plus vers de la discipline. Nous savons que nous savons ce qu'il y a à faire, mais nous renégocions à chaque fois. Mais le renoncement, c'est pas toujours de la privation. C'était de financer par nos propres comportements ce qui détruit la conduite que nous voulons tenir. Certaines personnes peuvent voir qu'il s'agit de privation permanente, qu'il s'agit de se priver de ceci ou de cela. Non. Lorsque nous arrivons à comprendre que la discipline mentale nous amène seulement à démagnétiser, à cesser de financer ce qui nous amène à ce que nous ne voulons pas, on comprend que c'est une alimentation simplement qui deviendra aliment. Quand je parle d'alimentation, je veux dire chaque fois que nous avons une attitude de discipline, nous nourrissons la capacité d'avoir plus de discipline et au bout du compte, il n'y a que aliment. Donc, une intention qui ne souffre d'aucune tension opposée n'est peut-être pas une intention qui donne quelque chose d'autre que une attitude flatteuse de soi. Pour le leader, l'influence visible repose sur les disciplines souvent invisibles. La qualité d'une décision publique dépend de ce que personne ne verra jamais, c'est-à-dire la stabilité offerte, sinon la stabilité interne que nous arrivons à pouvoir avoir permet de voir les résultats. Arrivé dans une équipe, vous voyez directement les dysfonctionnements de l'équipe, mais c'est le travail que vous n'avez pas vu qui permet de voir que dans cette équipe, les choses vont de façon fluide. Donc, ce sont des choses que l'extérieur ne verra jamais, mais à l'intérieur, disons, les résultats sont visibles. Donc, la discipline mentale concerne donc à exercer son agencité lorsque les conditions tendent à décider autre chose. Quel comportement dois-je cesser parce qu'il contredit ma direction? Quel comportement dois-je accepter parce qu'il rend cette direction possible? Décider ne suffit pas, il faut persister. Et la persistance mentale est souvent à reconnaître que il y aura des coups. Et lorsque le coup arrive, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais lorsque il y a un coup? Je décide à partir de ma disposition interne. Je ne commence pas une négociation silencieuse. D'abord, c'est une fois seulement. Cette fois seulement. De toute façon, personne ne voit. De toute façon, tout le monde fait la même chose. Oh, aujourd'hui, c'est simplement une déviation. Ça va aller. Il faut juste faire comme tout le monde. Je reprendrai que lorsque les conditions sont meilleures. Non. La discipline mentale consiste à entendre tous ces discours, mais à ne pas leur donner force d'action. Persister ne signifie pas qu'il faut se crisper.
c'est la lucidité qu'il faut avoir pour changer. Donc, réévaluer des choix parce que les conditions et les choix sont valides et doivent être renégociés, d'accord. Mais réévaluer les choix chaque fois qu'il y a une difficulté et qu'il y a une tension et qu'il y a un coût à payer pour les choix, là, c'est un manque de discipline mentale. Donc, une personne stable ne décide pas de son nouvelle attitude chaque jour. Une personne stable a une cohérence comportementale sur le temps qui se construit par de la discipline, par la traversée de tensions. Donc, je reste fidèle à mon choix, même si, et j'arrive à décider qu'est-ce qui décide actuellement. Est-ce que c'est l'impulsion du moment ou la décision que j'avais faite auparavant en toute lucidité, j'arrive à avoir une stabilité interne. Et il y a une continuité, une prévisibilité à mon niveau, à mon propre niveau, parce que je ne me dis pas, je ne sais pas, lorsque la situation arrive, je ne saurais pas comment agir. Bien sûr que il se trouve que chacun se trouve toujours dans une limite dans laquelle il agit. Et certaines situations vont dépasser cette limite-là, cette limite de stabilité. Soit on pourra avoir une faille, mais cette faille-là, on pourra réévaluer. Ça nous permet aussi de connaître la limite de notre stabilité et d'aller à un niveau supérieur. Donc, le choix donne une direction, la persistance donne une histoire et cette histoire-là construit le leader. Chaque fois que nous traversons une impulsion sans abandonner notre conduite, il y a une trace qui demeure, consciente ou non, presque imperceptible. Elle devient visible aussi dans d'autres domaines. Donc, elle s'étend, elle existe. Donc, le système a enregistré la tension traversée, l'inconfort supporté et la force que nous avons augmente. Et c'est dans ce sens que la discipline s'étend. Chaque acte de gouvernement intérieur modifie même résiduellement notre rapport à nos impulsions futures. Donc la discipline mentale, ce n'est pas seulement réussir une action, c'est un acte de construction du leader qui se donne les moyens de pouvoir construire une stabilité pour durer dans le temps. Sans elle, la vision n'est qu'une idée parce que des difficultés, il y en aura, des coups, il y en aura, des tensions, il y en aura. Et si chaque tension fait rééditer la vision, on ne l'atteindra jamais. Donc l'autorité intérieure se construit donc par la discipline intérieure, qui n'est pas un acte héroïque du moment, c'est un acte fondamental. C'est une progression de l'infrastructure mentale du leader. Donc cette semaine, observez votre discipline mentale dans les domaines dans un domaine, ou deux domaines, ou même trois domaines. Choisissez-vous. Choisissez. Quelle place dois-je donner à l'envie, l'impulsion qui surgit en moi? L'envie de faire ça tout de suite. Est-ce que je peux donner un écart? Je peux m'accepter un écart entre l'impulsion et la réaction pour pouvoir donner une direction voulue sans vouloir être en train d'étouffer l'impulsion ou sans vouloir décider de faire des actes héroïques. Nommez ce qui vous traverse. Lorsque vous donnez un nom, vous n'êtes pas en train de capituler, vous êtes en train de lui enlever le pouvoir d'agir automatiquement. Donc, la responsabilité, c'est à vous de décider de qui en vous orientera votre conduite et de bâtir choix après choix la structure intérieure depuis laquelle vous vivez et vous dirigez. Merci.